Moi, je pense qu'il lui fallut se consacrer d'abord à ce qui est priorité des priorités, notamment la guerre, et puis penser par la suite cette histoire-là des constitutions. Sinon, qu'est-ce qui prouverait que ceux-là qui semblent dire qu'ils s'opposent à ce changement-là, peut-être qu'ils font un jeu de quitte ou double. Quand vous voyez Joseph Kabila, qui est l'un des Congolais les plus expérimentés parce qu'il est le seul de tous les Congolais vivants qui a eu à gérer le pays pendant 18 ans. Mobutu est mort. Il a l'expérience. Voilà. Et Félix n'a qu'à peine 6 ans. Donc, de tous les vivants, on a d'abord Joseph Kabila en termes d'expérience, d'avoir eu géré le pays en tant que président. Et non, supposons Gédéon, on change la constitution. Qu'est-ce qui empêcherait légalement maintenant Joseph Kabila de revenir compétir dans la course? Parce qu'ils auront tous les deux, ils vont se retrouver sur le même dénominateur commun. Il sera remis en course. Ils auront avoir prêté serment par 2 fois sur la même constitution, avoir fait 2 mandats consécutifs sur la même constitution, donc ils n'auront qu'à aller être des sénateurs à vie. C'est-à-dire raser cette constitution. Et ils vont partir à armes égales cette fois-là. Voilà. Sinon, quelle est la disposition particulière que vous mettrez pour empêcher Joseph Kabila de retourner à compétir? La loi a toujours été impersonnelle. Si vous osez y mettre une disposition empêchant à la personne de Joseph Kabila, eh bien, on va dans une situation inconnue et lui aura raison. Il n'est pas dans la logique du changement. Il a été clair. Même s'il a essayé de se rattraper après, bien après. Mais non, là, il y a eu maintenant, ce sont des effets politiques. Peut-être ces hommes de la communication sont politique. Dire, non, président, tu vois, en ce moment, ici, il ne fallait pas donner. Donc, c'est là la position de Jean-Pierre Bemba. Et c'est là la position de Bahati. Et Kamer qui parle aussi de la révision. Voilà, il parle de la révision. Ça veut dire, ils ne sont pas dans cette logique-là. D'où l'Union sacrée ne va pas servir de béquille au président de la République. Contrairement à ce qu'on voit quelqu'un qui menace que si Tshisekedi ne change pas la Constitution, je quitte l'Union sacrée, mais à les quitter. Vous pensez que si demain Christelle Wanga tombait dans ce cas-là, elle aura le même discours? Elle est en train de jouer avec ceux qui ont la douleur dans leur corps à cause de cette histoire-là des Kuluna. Tikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. On crée ce que l'on croit, ça veut dire l'honneur, le résultat de notre foi. Et nous avons cru à ce projet qui met d'accord plus d'un Congolais. Nous sommes encore une fois de plus très contents et heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Politico RDC, la force du détail, cette tribune qui analyse, décortique et surfe sur l'actualité. Et on va, au travers de ce numéro, aborder autant de questions sous un angle pédagogique, mais avec une fibre patriotique qui nous est reconnue. Oui, ici, nous aimons bien le dire, on aime bien défendre la patrie avant toute autre considération. Allez, bienvenue, et nous avons bon espoir que vous passerez du bon temps de télé. Vous nous suivez à travers les 26 provinces, à Kamituga, à Kalemi. En tout cas, nos salutations les plus chaleureuses et notre pensée pieuse va tout droit à l'un de nos confrères qui est détenu injustement ou arbitrairement, l'honorable Mike Mukebai. Beaucoup de force à vous, la lumière viendra. Allez, pour en parler, pour parler de l'actualité, on reçoit sur ce plateau Henri Tchimbalanga,
Avec lui, nous allons parler de l'escalade verbale entre Kinshasa et Kigali, pour ne pas parler entre Tshisekedi et Paul Kagame. On parlera aussi de l'investiture de Donald Trump, c'est ce jour, le 20 janvier. Mais aussi, cette date, ça fera pratiquement un an, jour pour jour, depuis que le chef de l'État a prêté serment. Un an déjà depuis qu'il est à la tête pour ses second mandat, hein, bien entendu. Les médias américains reviennent sur ce grand événement attendu à Washington, à la Maison-Blanche. Donald Trump is back. Voilà, c'est ce que disait titré ce matin Time. Bonjour et merci d'être venu. Merci beaucoup, Gédéon. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait honneur de se retrouver sur ce grand plateau, il faut le dire, qui est en train de s'affirmer dans le monde médiatique. Merci, je vous encourage pour ce travail que vous faites et j'aime aussi la profondeur des détails. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Vous ne tâtez pas le terrain politique, vous n'êtes pas intéressé par la politique. La politique vous fait peur ou vous avez horreur de la politique, tel que ça s'est fait ici chez nous en République démocratique du Congo? Non, mais je n'ai pas peur de la politique, mais sinon, d'abord, moi, je crois en la noblesse de notre métier, c'est-à-dire le journalisme. J'ai toujours cru que c'est un métier très noble et non seulement on en est passionné, mais je pense qu'il faut d'abord que je travaille en tant que tel. Bon, peut-être que l'avenir va nous amener sur ce terrain-là, parce qu'il est aussi vrai que entre le journaliste et le politique, c'est pratiquement, il n'y a pas de distance. Hein, ils sont comme ça, ils sont presque pareils. Donc, est-ce que le métier du journaliste, est-ce qu'il ne perd pas ses valeurs au fil du temps? Bon, dans notre contexte congolais, ça perd aussi. Parce qu'on dit que la presse, c'est le quatrième pouvoir, mais on sait que pour que le pouvoir soit bien exercé, il faut plus de moyens. Autant on donne au pouvoir judiciaire plus de moyens, au pouvoir législatif plus de moyens, ou à l'exécutif, il faudrait que le journaliste soit dans des conditions optimales pour qu'ils fassent convenablement leur travail. Évidemment, je devais en parler, j'allais évoquer cet aspect des choses. C'est un métier noble, mais la difficulté, c'est que ici en RDC, la presse n'est pas du tout subventionnée et c'est un métier qui demande autant de soutien pour faire ce travail-là. C'est d'abord, ça demande aussi beaucoup plus de moyens pour être sur un engagement ferme, mais quand tous ces moyens-là ne sont pas à la portée des acteurs des médias, alors ça pose problème. Ça peut faire que l'on puisse perdre ces valeurs-là en se rabattant peut-être dans des comportements ou des optiques qui ne sont plus de cette noblesse-là. L'une des critiques qu'on nous fait généralement, c'est de dire qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels notre pays peut-être est confronté. Comment subventionner les médias alors que ce que nous produisons déjà, la qualité, ne permet pas ou ne suffit pas à ce que l'on puisse nous considérer à notre juste valeur? Je pense qu'il y a aussi d'une part la responsabilité aussi de nous-mêmes les journalistes dans notre approche ou appréhension, sinon dans notre comportement, la façon dont nous abordons ce qu'est la société, parce que il y a maintenant, c'est clair qu'il y a des journalistes, évidemment, qui se disent que moi, j'appartiens à telle famille politique. Et cela a des répercussions sur le déroulé. Est-ce que c'est interdit dans notre métier d'avoir des accointances ou de s'affirmer comme appartenant à un certain mouvement idéologique? Je pense que en tant que d'abord humain, parce que le journaliste, il reste humain. Il a des relations, il a aussi des sentiments préférentiels.
mais lesquels il ne doit pas les emmener dans l'exercice de son métier. Ok. Sinon, il va même aller à l'encontre de sa déontologie. Sinon, il risque. Je me souviens, à l'époque, il y avait nos aînés dans ce métier, Kabanguchita, ça passait pour les meilleurs. Une fois, le maréchal Mobutu entre dans la salle, tout le monde s'est tenu debout, ce qui est logique. Et pendant que les gens applaudissaient, Kabanguchita a applaudi aussi. Le maréchal Mobutu, qui garde ses réflexes de journaliste, c'était un très bon éditorialiste, mais il en a fait la remarque. Il a dit, mais non. Le journaliste n'applaudit pas. Non, tu ne pas. peux pas applaudir. Tu peux garder dans ton cœur tes sentiments envers la personne, mais tu n'applaudis pas. Parce que quand tu applaudis, alors tout ce que tu diras sur moi sera... Il lui a fait la remarque sur les champs. Oui, c'était quelqu'un qui gardait ces réflexes-là. Il corrigeait même les journaux. Quand on lui envoie des journaux, s'il trouve que non, ici, c'est pas cohérent, il corrige, il vous retourne. Il faisait cet exercice. Donc le journaliste n'est pas obligé d'applaudir pour non, il n'applaudit pas. Un membre du gouvernement pour il manifeste même pas ses sentiments. Non, il manifeste même pas ses sentiments. Non, il garde ça pour soi. Et le journaliste peut même vous brûler la politesse. Oui, oui, en quelque sorte. Mais sinon, il ne doit pas manifester ouvertement qu'il est pour vous, il vous soutient. Non. Quand vous êtes en face de la personne que vous portez, oui, mais ça reste dans votre, je dirais, intimité. Mais comme ça, en plein boulot, vous faites votre travail devant le public. Donc, je pense que c'est là que ça fait que quand les journalistes n'ont pas de moyens, deux fois, ils sont contraints à obéir aux caprices des politiques. Sinon, vous avez même du mal à tenir en tant que personne humaine. Avec le foisonnement de réseaux sociaux et leur influence sur la vie nationale, est-ce que le métier de journaliste est-il en voie de disparition? Non, je ne pense pas. Parce que, écoutez, on doit... Peut-être je reformule ma question. Oui. Est-ce que les médias traditionnels sont-ils à voie de disparition? Bon, ces médias ne vont pas disparaître par traditionnel. Je sous-entends la télé, comme ça. La télé et la radio. Mais, oui, et la radio. Mais le problème en est que ça va toujours exister, mais maintenant, c'est la domination, l'emprise des réseaux sociaux qui font que... Parce que l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que on peut accéder à une émission à tout le temps. Donc, on n'est pas obligé d'obéir au programme. Au moment où nous sommes avec toi sur ce plateau, il y a peut-être une émission qui passe sur une télévision. Et ça passe, c'est fini. Mais avec les réseaux, à la télé, vous ne savez pas programmer. Voilà, tu peux aller suivre même après la maison, tu as ton téléphone, tu sais suivre. Donc, c'est un peu l'avantage que présentent les réseaux sociaux. Donc, il faut les prendre... Et que dire de la qualité de ceux qui animent ces émissions? Par exemple, sur YouTube, actuellement, n'importe qui peut se prévaloir cette qualité d'animateur sans forcément être journaliste et avoir les b.a.-ba de ces métiers. Je pense qu'en parlant ici, on touche un peu à la déontologie. C'est sous-entendu que nous parlons des journalistes, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'école appropriée pour être appelés journalistes. Ce n'est pas le fait de bien parler français, de passer dans un média que vous devenez automatiquement journaliste. Alors, la plupart de ceux qui dans les YouTube, d'abord, il faut considérer que les réseaux ne sont que des canaux. Ce sont des véhicules. Alors, il y a des journalistes qui sont appelés à utiliser. Il n'y a pas que j'ai mal dit. Les journalistes sont appelés à utiliser ces canaux-là. Et en même temps, tout le reste des gens qui veulent s'exprimer, ils utilisent les mêmes canaux. Cela ne fait pas d'eux des journalistes, non. Vous voyez? Est-ce que par rapport à la vitesse de l'information, nous sommes dans un contexte où la compétitivité doit être au rendez-vous et le contexte dans lequel nous travaillons généralement, on n'a pas vraiment accès à l'information
pouvez contacter une autorité parce que vous avez besoin d'entrer en contact avec ces services pour avoir des informations par rapport à tel ou à tel autre sujet, mais les portes ne vous sont pas ouvertes aussi et facilement. À ce moment-là, sur les réseaux sociaux, il y a de rumeurs qui font du chemin. Est-ce que, par rapport à ces défis-là, est-ce que le métier aujourd'hui, on n'est pas dominé par l'influence de tous ces réseaux, des réseaux sociaux? Oui, on est dominé par cela, mais on va revenir sur la problématique ici. Vous savez, quand vous allez auprès d'une autorité donnée pour en chercher, en trouver des informations, mais il se peut que ceux-là qui sont là, habilités ou ces services qui vont vous accueillir, ils ont la facilité dans le contexte actuel, aller lui dire que non, mais ce journaliste-là, nous pensons qu'il n'est pas le nôtre. Et on te ferme la porte. Et pourtant, ça laisse maintenant cours libre à toutes ces rumeurs-là. Parce que quand un journaliste présente une émission, tout de suite, vous avez la nette différence avec quelqu'un qui sort comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que celui-là n'a rien dans la tête. Il pense qu'il peut poser n'importe quelle question de n'importe quelle manière, sans moralité. Ce qui est différent avec un journaliste. Avec celui qui a fait l'école du journalisme. Il sait, quelqu'un, n'importe qui, n'a pas la notion du débit. Comment il va rendre le journal, même s'il est sur YouTube. Vous verrez que c'est deux choses ou deux acteurs différents. Donc, que par exemple, toutes les personnalités fassent confiance. Ils doivent sortir de cette bulle-là, c'est-à-dire une barrière imaginaire. Vous voyez tel journaliste qui arrive vers vous pour chercher à obtenir des informations. Vous dites, ah non, lui n'est pas de notre tendance. Mais non. Peut-être qu'à partir de l'information que vous allez lui donner, quand il va diffuser, il traite évidemment, il diffuse. Ça pourrait peut-être vous sauver à l'égard des rumeurs qui circuleraient contre vous dans les réseaux. Parce que ceux qui sont dans les YouTube là, qui ne sont pas journalistes, ils ne savent pas comment récolter, comment traiter l'information avant de diffuser. Et c'est tout ce qu'ils ramassent. Allez, il va là-bas, il dit dans n'importe quel terme, et puis ça va comme cela. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on reçoit sur ce plateau Henri Tchimbalanga, journaliste et analyste politique. Il a fait le métier de répondre à notre invitation pour décortiquer l'actu en République démocratique du Congo. C'était là les questions anodines, juste pour vous mettre à l'aise. Et je pense que vous l'êtes déjà. Oui, tout à fait. Là, on peut entrer dans les vifs de l'émission. Allez, comment vous vous êtes déplacé? Aujourd'hui, la capitale Kinshasa s'est réveillée dans une crise de transport, pas de transport en commun. Première question, que cache tout ceci ou que révèle tout ceci? Ça révèle d'importants défis auxquels les autorités de Kinshasa sont confrontées. Gédéon, je pense que tout le monde a vécu cette histoire ce matin et je suis sûr que pendant que nous sommes encore sur ce plateau, peut-être que ceux qui sont dehors sont en train d'affronter cette difficulté-là. Il est vrai que nous sommes sur la ville de Kinshasa. Il y a l'autorité urbaine qui est le gouverneur de la ville. Moi, je pense que ça dénote, ou soit il est compétent, ou soit il est incompétent. On le constate dans les faits, dans son fonctionnement. Il ne suffit pas de prendre une décision. En tant que l'autorité urbaine, parce que c'est la ville-province, il agit par arrêté en tant que gouverneur. Alors, lesquels fait office de loi. Voilà, ça fait office de loi. D'où il y a des services qui devraient aller maintenant sur terrain pour faire suivi, essayer d'évaluer si la mesure prise par l'autorité urbaine est respectée par les transporteurs. Mais quand il n'y a pas suivi, c'est-à-dire la décision prise n'aura servi à quoi? Que de créer maintenant ce que nous vivons, avec le risque de voir, évidemment, un affrontement direct entre les transporteurs et la population. Parce que quand vous arrivez sur les différents points de prise de bus, vous avez en tête que, bon, voilà cette course, prenons par exemple Victoire jusque le boulevard, c'est 1000 francs dans un bus. Vous arrivez, vous vous rendez compte que le chauffeur ainsi que son receveur imposent un autre prix à la hausse, facilement le double. Et maintenant, il y a cette tension
entre les populations et le receveur ainsi que son conducteur. Et maintenant, à l'entretemps, vous êtes pressé, vous devez arriver au travail, il y a un rendez-vous. Vous vous dites, bon, allons-y quand même. Vous y allez, mais vous êtes déjà dérangé. Si vous aviez un budget précis, vous dites, bon, aller-retour, j'ai autant de courses, donc je prépare autant. Mais déjà, dès le départ, vous avez le contraire. Donc, vous partez avec un choc dans la tête. Donc, moi, je pense que c'est maintenant à l'autorité qui a pris cette décision-là de prendre des mesures. On a quand même la division urbaine de transport. Il y a des inspecteurs, même des inspecteurs de l'économie. Mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Il n'y a personne. Ou alors ils se disent que la population se prenne en charge. C'est là tout le danger. Parce qu'on n'est pas loin de se battre avec ces gens-là. Et qu'est-ce qui va en découler? On risque de brûler certains véhicules. Quelles conséquences que représente cette grève sur la vie de la population? Ça désarticule un peu, comme je l'ai dit. Vous sortez, vous savez que vous avez prévu autant pour votre déplacement. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai 2 courses à faire, donc ça va me prendre 4 000 francs. Mais dès la première course, vous êtes déjà dans le double. Vous vous dites, mais il me faudra 10 000. Soit vous retournez carrément à la maison, donc vous ratez tout ce que vous devrez aller faire. Et pourtant, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous vivons au jour le jour. Il faut prendre ça dans la globalité. Quand vous ne sortez pas, vous êtes foutus ce jour-là. Et ça fera la 3e ou la 4e grève depuis qu'on a le ministre Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère des Transports. Et depuis que aussi on a à la tête de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'est pas à la hauteur des défis où on passe à côté de solutions idoines à apporter à ces problèmes. Tantôt, c'est la grève. Tantôt, on est dans d'interminables embouteillages. Moi, je pense qu'on doit être conséquent. Premièrement, moi, je constate l'incompétence des deux. Que ce soit le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, et le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. L'incompétence, je m'explique. Nous sommes ici à Kinshasa. Prenez par exemple, c'est là que moi j'ai toujours appelé l'UDPS à prendre ses responsabilités. Daniel Bumba est gouverneur sous le ticket de l'UDPS. Mais je me suis toujours posé cette question-là. Quand Ngobila fut suspendu, son adjoint, Gekoko Mulumba, qui est de l'UDPS, a fait l'intérim pendant 8 jours. Et pendant les 8 jours, Gekoko Mulumba a fait preuve de sa capacité d'assainir la ville, province de Kinshasa. Donc l'insalubrité est l'une des problématiques de pointe sur cette ville. Dans les 8 jours, il nous a laissé la place Huileri, très propre. On y célèbre différentes manifestations. Vous avez la place, le rond-point Gambela, mêmement, et un autre endroit vers Tchangou là-bas. Mais on le débarque par sa famille politique qui nous amène Daniel Bumba. Pour quel résultat? Aujourd'hui, je crois, plus de 4 ou 5 mois, Daniel Bumba n'a pas un bilan en termes d'assainissement qui puisse faire face au bilan de 8 jours de Gekoko Mulumba. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Donc, soit il y avait clientélisme au niveau de la direction de l'UDPS qui décidait sur les tickets, qui n'ont pas vu de ce bon œil-là que celui-ci, il est enfant maison, mais voilà de quoi il est capable dans les 8 jours. Alors, pourquoi aller prendre l'inconnu? Parce que personne ne pouvait deviner la capacité ou l'incapacité de Daniel Bumba. C'est pendant qu'il est dans les fonctions que nous vivons. Maintenant, tout ceci, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de résultat. Il a commencé par signer un contrat avec les Turcs. Ça n'a rien fait. Et puis, il est allé vers les Japonais. Encore que je me demande. Pour balayer chez toi, Gédéon, tu dois aller chercher des Blancs. Alors, quelque part, ces gens-là vous prendront sérieux? Non. Donc, je pense que Daniel Bumba est en train de prouver qu'il est incompétent sur la tâche, sur la ville, province de Kinshasa. Quitte à sa famille politique, si réellement
Et là, en tête, le bien-être du peuple congolais, eh ben, d'assumer les conséquences. Il n'est pas encore tard pour faire mieux, de revenir sur ce genre de situation. Alors, sur le ministre du Transport, ça va de soi. Parce que si on a des embouteillages, moi je dirais. Est-ce qu'il ne prend pas au sérieux toutes ces problématiques que vous avez énumérées? Je ne pense pas. Parce que quand on prend au sérieux une problématique, on doit déjà manifester le début des commencements. Mais s'il n'y a pas de début de commencement, le problème d'embouteillage ici, à mon avis, je ne pense pas que Kinshasa soit inondé de nombre de véhicules. Non. Pas du tout. Mais c'est plutôt que on a beaucoup de routes secondaires qui ne sont pas en état d'être utilisées. Or, si on en ouvre, ne serait-ce qu'une réhabilitation avec différentes routes secondaires, regardez quand vous venez de Victoire, par exemple, pour arriver ici au centre-ville, généralement, on ne prend que Willery. Et regardez ce que ça nous fait pour arriver au boulevard. Vous faites plus de 45 minutes. Ce n'est pas chose facile. Et pourtant, on a Kasavubu qui part du rond-point Kabu jusqu'ici à Gombe. Mais Kasavubu se termine où? Dans une poubelle. On ne sait plus avancer. Quand vous venez de Victoire jusqu'à un certain niveau, c'est foutu. Vous êtes dans l'eau, vous êtes dans tout. Comme si c'était le lieu de décharge des déchets. Mais alors, comment on avance avec ça? Ce sont des routes qui peuvent facilement résorber aussi la circulation. Et d'où on a une sorte d'ouverture. D'où les véhicules qui n'empruntent que les mêmes routes vont carrément se départager. Donc moi, je pense que je ne sais pas dire qu'il y a prise au sérieux de cette problématique. Ils s'en foutent. On va s'intéresser aussi à une autre problématique à laquelle Kinshasa est confronté, c'est le banditisme urbain. La semaine passée, on a vu le ministre d'État de la Justice, Tony Troan, être sur le terrain et parfois assister à des audiences foraines de ce Kuluna. Allez, mais pas plus tard que quelques heures, le président de la République a enfin donné sa position quant à cette question. On va d'abord l'écouter avant de prendre votre avis. La République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. La justice congolaise doit refléter notre souveraineté, notre dignité et notre vision d'une nation forte où l'impunité et l'indiscipline n'auront plus de place. Est-ce que le président de la République a répondu aux attentes des Congolais ou il s'est désengagé de l'option prise par le ministre d'État de la Justice, Konsa Mutamba, d'exécuter le Kuluna, où on est dans la même rhétorique, mais une posture beaucoup plus responsable cette fois-là du chef de l'État. En suivant cet élément, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos analyses? D'abord, moi, personnellement, je ne suis pas du tout contre cette mesure forte contre les Kuluna. Et dans les Kuluna, dit bandits urbains, il y a deux catégories. Ce n'est pas tous les Kuluna qui vont faire face à cette peine-là, soit peine de mort, parce que quand on les juge, il y en a qui écopent des peines autres que celles-là. Mais ceux qui en sont comme des meneurs, qui ont donné la mort aux citoyens congolais, je pense qu'on ne doit pas reculer. Comment on peut le savoir? Mais c'est trop simple. On venait d'ailleurs d'assister à un procès où un Kuluna a coupé le bras d'un jeune garçon de Lemba et le monsieur était là. Et 2 jours plus tard, l'homme en est mort de ses blessures. Alors que faites-vous de ce Kuluna-là?
Je pense qu'il y a Ce sont des cas sporadiques, des non, cas pas comptés sporadiques. au bout de doigts d'une Non, seule main. non. Mais en général, on ne sait pas identifier que tel Kuluna a commis tel acte. Et voilà l'infraction qui lui qui est proportionnelle au degré ou selon l'infraction commise. Gédéon, vous savez, il est vrai qu'il y a des pressions externes et malheureusement aussi internes. Pourquoi je dis malheureusement en interne? J'ai vu l'honorable Christelle Vwanga qui se bat contre... Sur ce plateau, elle a été contre la peine de mort. Mais écoutez... Et est-ce que en plein XXIe siècle, dans un État sérieux, moderne, est-ce qu'on peut accepter de mettre à mort? Mais les États-Unis, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent encore les gens à la chaise électrique. Les États-Unis. Est-ce qu'on a le même problème d'insécurité ou de criminalité pour les mêmes raisons? Ok, écoutez, d'abord, parce qu'il a été question de dire qu'en plein 21e siècle, mais je vous dis, aux États-Unis, ça continue. Et les États-Unis ne pardonnent pas ceux qui tuent les citoyens américains. Ils les appellent des terroristes. Dites-moi, quelle est la différence entre les faits, les forfaits que commettent les Kuluna ici à Kinshasa et les ADF que l'on qualifie de terroristes, ceux qui commettent à l'Est? Parce qu'ils entrent dans des maisons. Nous sommes à l'Est, à coups de machette, eh bien, on charcute papa, maman et les enfants. Sans légitimer ce qu'ils font, mais pourquoi ces Kuluna s'adonnent à de tels exercices ou pratiques qui sont du reste condamnables? On va d'abord, là c'est une autre question. Je prends d'abord ce qui se passe à l'Est, pour lesquels on a été tous d'accord de qualifier tous ces gens-là de terroristes. Mais les motivations ne sont pas les mêmes, Henri Chimalanga. Mais motivation, là, vous allez encore dans d'autres choses. La plupart des Kuluna qui le font ici n'ont aucune motivation. Aucune alors. Il faut parler avec eux. Ils n'ont aucune motivation. Manque d'emploi. Non, c'est du mensonge. Pas d'encadrement. Vous trouvez un élève qui va à l'école, il revient le soir, il prend la machette. Il a besoin de quel emploi? Lui, il est encore élève. Un problème d'éducation, bien sûr. De quoi? D'éducation. Écoutez, vous savez... Quel est le contenu qu'il y a dans le cours qu'on donne à ces élèves-là? Un instant. Je prends par exemple l'exemple comme ça du cours d'éducation civique et morale. Quel est encore le contenu qu'on donne à ce cours? Gédéon, je ne pense pas que tout cela puisse amener ces jeunes gens-là à faire tout ce qu'ils font. Rien ne justifie ça. Vous savez, en 2013, je présentais une émission quelque part, Stop Kuluna. Moi, je parle facilement avec certains d'entre eux. Au final, eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils disent que esprit caca. Mais esprit, ça veut dire quoi? Vous avez les mêmes comportements que ceux dont nous qualifions de terroristes. Ils le font ici à Kinshasa. Ils arrivent chez vous, on vous dit, à 18h, nous viendrons. Ces jeunes gens-là. Et vous êtes obligés de fuir. Vous devenez des locataires sans pour autant vouloir être locataire. Vous abandonnez votre propre domicile. Vous savez, je vous donne un fait concret. Il est 19h. Une demoiselle, nous sommes sur l'avenue Irumu, à Yolo, qui est en train de manipuler son téléphone. Il n'y avait pas de courant. Avec la lumière du téléphone, deux Kuluna qui passaient constatent. L'un entre, ils étaient trois, et deux restent à la porte. L'un passe derrière la dame comme s'il allait derrière où il y a des locataires. Au retour, il arrache le téléphone. Et la dame voulait réagir, il lui sort la machette. Elle s'est tue, ils sont sortis. Dans sa propre parcelle, chez ses parents. Vous comprenez le degré du danger que ces jeunes-là constituent. Et en plus... Est-ce que si on a l'emploi, il y a l'éclairage public, il y a l'éducation, est-ce qu'on ferait tout ça? Ok, allons aussi dans une autre dimension. Tous ceux qui volent ici l'argent des millions, ils volent pourquoi? Sont-ils chômeurs? N'ont-ils pas des avantages? Là où ils travaillent, quelqu'un qui vole où ils n'ont pas été un téléphone dans la rue et quelqu'un qui vous prend 2 millions de dollars. Non, je me dis c'est la même chose. Non, je ne parle pas du téléphone. Je prends d'abord les cas. Combien de gens ont trouvé la mort? Et en plus, les Kuluna, maintenant, ils affrontaient même la police. Non, l'objectif premier de Kuluna, ce n'est pas de donner la mort aux Congolais. Mais sans légitimer ce qu'ils font. Mais l'objectif premier, un instant. C'est et la machette d'installer un régime de terreur et de dépouiller
le passant de leurs biens. Et en faisant quoi? Avec quand quelqu'un recourt à une arme blanche, déjà il a quoi en tête? Vous intimidez peut-être. Non, 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 non. Ces jeunes gens ne jouent pas. On n'intimide personne. Nous avons perdu notre consoeur qui est décédée comme ça, gratuitement. C'est à coup de machette. Mais c'est quand on veut en venir aux mains, quand on veut mais ça vous appartient, protéger, ça ne leur appartient et là, pas. il passe à la vitesse supérieure. Non, quand on entre chez vous, on viole. C'est-à-dire quoi? Ça devient du plaisir pour eux parce qu'au départ, ils prennent des substances qui leur ôtent un peu cette, je peux dire... Vanité. Voilà. Alors, moi, je pense qu'ils ne doivent pas être traités autant que ça. Alors, l'intervention du gouvernement congolais n'est-elle pas tardive, même si le chef de l'État a essayé de prendre une autre posture? Bon, pas tardive, au contraire. C'est là que, moi, je suis d'accord avec le président de la République parce qu'il a d'abord donné une bonne piste. Vous avez parlé ici d'emploi. Aller à Kanyamaka, c'est. Et pourquoi ne pas continuer avec ça mais il continue. Et dupliquer les modèles dans toute la province? On vient d'en arrêter d'autres qui sont allés à Kanyama et ils ont fui. Ça voudrait dire qu'ils ont un sérieux problème d'abord dans leur tête, dans leur imaginaire. Ils fuient là-bas, ils retournent ici. Vous comprenez? On vous a offert un cadre où vous devez vous transformer. Ceux qui sont allés là-bas aujourd'hui, ils sont devenus utiles à la société. Mais eux qui refusent d'aller là-bas, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est un mal qui a dépassé les limites. Parce que quand des gens arrivent à couper même des policiers, les bras ou les oreilles, alors, que dire maintenant du paisible citoyen? Pour vous, il ne faut pas enterrer. Enterrer quoi? La peine de mort. Il faut l'activer et l'appliquer. À tous ceux qui vont donnent la mort, oser aller à l'encontre de loi de la République. Moi, je dis ceci, à tout celui qui donne gratuitement la mort aux citoyens congolais mérite aussi la peine de mort. Parce qu'autant, quand ils sont en train de tuer les paisibles citoyens, les droits de l'homme ne viennent pas. Quand les Ben Laden, là, ils ont tué les Américains, qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Qui tue un Américain, eh bien, l'Amérique va aussi le tuer. Ils sont allés même dans un pays d'autrui, au Pakistan, sans demander l'autorisation du gouvernement pakistanais. Ils font une opération baptisée Géronimo, jusqu'à accéder là où Ben Laden était logé. Ce n'est qu'après, à l'explosion de l'un des deux hélicoptères qui avait connu une panne, que maintenant, les Pakistanais ont été surpris et ils constatent que les Américains étaient sur notre territoire. Ils ont demandé la permission à qui? Pour tuer Ben Laden parce qu'il avait tué les citoyens américains. Donc, à quelque sorte, nous, Congolais, nous devons aussi comprendre. On ne rejette pas tout parce qu'on n'est pas de cette famille politique-là. Non, on regarde le degré du mal dans la société. Vous pensez que si demain, Christelle Wanga tombait dans ce cas-là, elle aura le même discours? Elle est en train de jouer avec ceux qui ont la douleur dans leur corps à cause de cette histoire-là des Koulouna. Quand quelqu'un vous prend une machette toute neuve, donc c'est prémédité. Elle a donné des cas, on a tenté plusieurs solutions, mais ces solutions-là n'ont pas donné des résultats durables. Est-ce qu'il suffit d'instaurer un régime de terreur pour mettre fin à un phénomène ou à un fléau qui s'installe dans la société? C'est là la question, c'est juste un commentaire. Okay. Alors, mais ici, on a l'impression, Henri, tu me permettais, que l'on part du bas vers le haut. C'est-à-dire, ouvrez la question, du bas vers le haut. Pourquoi ne pas commencer par le détourner des deniers publics? Je pense Parce qu'il donne aussi la mort à la population. Quand quelqu'un détourne autant de millions de dollars destinés à la construction de forages et lampadaires, j'imagine combien de personnes qui en sont décédées. Là, il faut être aussi cohérent. Dans nos lois, le détournement des deniers publics est soumis à une forte peine de 20 ans de prison. Ça, c'est ce que dit la loi. Vous voyez, ça ne parle pas d'une peine de mort. Mais quand vous vous plaisez... On peut faire évaluer cette question, comme l'a dit le chef de l'État. Faire évoluer la question. Oui, ok. Là, il est question maintenant que l'on puisse légiférer là-dessus. Parce que vous n'allez pas me dire que
avant qu'il n'ait pas les forages, le peuple continue à mourir parce qu'il n'y avait pas de forage. Pour dire que, comme il a détourné l'argent des forages, les gens en sont morts. Non, ce serait un peu une certaine ambiguïté. On rentre un peu en arrière. On est sous Joseph Kabila. Le phénomène Koulouna prend de l'ampleur. Et tout le monde avait applaudi. On a tué les gens, mais ça n'a pas suffi à estomper le mouvement. Non, écoutez, non, attention. Ça avait pris fin. On a vu toujours les mêmes Occidentaux à travers Human Watch Right qui sont venus vers Joseph Kabila faire pression pour qu'il puisse démettre le général Kanyama. Mais le phénomène Koulouna avait pris fin. On connaît bien des Koulouna qui ont même fui, ils ont quitté jusqu'à ce jour le pays. Mais ça a repris quelques années plus tard quand ils ont vu que cette mesure n'est plus. Donc il faudrait aussi comprendre que l'homme congolais aussi a besoin, il ne se respecte que quand il est devant des mesures fortes. La preuve, si jusqu'aujourd'hui, nous restons 4 dans les bus, sur les chaises, c'est dû à quoi? Souvenez-vous, c'est Mouzé, Laurent. Il ne jouait pas, ça ne blaguait pas. Si le receveur et le chauffeur, vous avez placé les passagers 5 sur un banc dans un bus, eh bien, Chimam, fouet. Et ça a changé depuis lors, Mouzé n'est plus, jusqu'aujourd'hui. Alors, comment on ne peut pas comprendre aussi la nature de l'homme congolais qui parfois, il confond tout, il confond et la démocratie et lui-même, il devient un problème pour sa propre société. Dès qu'on lui laisse un certain boulevard, l'État a pris tout. C'est à l'État qui a l'exclusivité de la contrainte. La contrainte, ça ne demande pas ton avis. C'est à toi de te respecter en tant que bon citoyen pour ne pas aller en guerre contre l'État. Mais la contrainte, c'est à travers le loi, parce que la loi est coercitive. Tout à fait. Des lois qui promeuvent le droit et libertés fondamentaux des citoyens. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que moi, je n'accepte pas, c'est participer à ce lynchage médiatique contre Moutamba, on exécute. Non, on n'est pas dans les lynchages médiatiques, mais dans la réflexion. Oui, c'est ça. Ce sont des faits de société et nous vivons avec Tout à fait. Vous savez, même la Suisse, pour être calme tel qu'elle est là et avoir confiance de tout le monde, à une certaine époque, il s'était dit non. Il y a des gens qui ne sont pas bons pour la société, on doit les écraser. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas le terme tuer, mais ils utilisent d'autres termes qui signifient pour autant les tuer. Allez, merci beaucoup. Harry Chibalanga, c'est bien dit. On va parler de l'événement du jour. Oui, nous sommes le 20 janvier et tout le projecteurs du monde seront braqués sur Washington où le 47e chef d'État américain va prêter serment, Donald Trump. Il y a quelques jours déjà, on parlait de la liste des invités. Le nom de Kabila et de Moïse Katumbi y sont cités. Connaissant les relations que nous entretenons avec les États-Unis, est-ce que c'est fort possible que deux personnalités de politique ou des politiciens deux personnalités politiques de proue participent à l'investiture de Donald Trump? Et qu'est-ce que cela changerait en ce qui concerne les enjeux planétaires et même au niveau national? Merci bien, Gédéon. Je sais que cette question-là est en train de faire couler encre et salive. On en parle partout. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas à trop s'inquiéter là-dessus. Je trouve d'une part que d'abord, l'organisation de cette manifestation a aussi un côté business. Alors, il faudrait que les gens aussi prennent du temps à scruter un peu les informations ou, disons, les à côté de cette manifestation. Côté business, oui, vous voulez dire quoi par là? La participation, elle est payante aussi. D'une part, $100 000 pour participer et $200 000 pour ceux qui voudraient aller jusqu'au dîner avec Trump. Et ça se paye comme ça. D'abord, c'est cela la vérité? Mais si. Donc, d'abord, à ce niveau-là, est-ce que Katumbi, je prends d'abord cet angle-là,
Katumbi et Kabila peuvent-ils manquer l'argent pour se payer cette participation-là? Je dis non. Deuxième chose, si il arrivait que ils ont été solennellement ou officiellement invités par le président Donald Trump. Trump, c'est un humain. Kabila a pris tout, n'est pas un moindre. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et pendant les 18 ans, il a connu les hauts et les bas. Donc ça ne vous étonnerait pas s'il est invité? Non, ça ne m'étonnerait pas. Il a été président dans ce si grand pays. Il a connu les hauts et les bas, souvenez-vous. Il entre un peu timidement, il se fait berner par tous, et à un certain moment, il commence à dire non à tout le monde, jusqu'à chasser l'ambassadeur de l'Union européenne ici à Kinshasa, jusqu'à fermer la maison Schengen, jusqu'à quand à chasser même l'ambassadeur des États-Unis qui fut remplacé par Mike Hammer. Ça fait partie de la vie de l'État. Oui, il avait dit pas un non, tranquille. C'est-à-dire, et au final... On lui demande de ne pas promulguer en l'état le code minier. Et lui a dit non, je promulgue parce que je trouve qu'il y a l'intérêt de la République là-dedans. Et ils se sont séparés comme ça en queue de poisson. C'est-à-dire, il a dirigé ce pays pendant 18 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Et que pendant ce temps-là aussi, Trump a été président de la République. Donc, il a déjà reçu Joseph Kabila à la Maison-Blanche. Donc, Kabila n'est pas un inconnu aux yeux de Trump. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas chercher à s'arracher les cheveux. Et pourquoi ce serait important pour eux de participer à cette investiture si l'information est confirmée, puisque nous devons encore nous intéresser à ce qui va se passer dans quelques heures, et feront bien partie, ils seront bien parmi les invités de Trump. Évidemment, je n'ai pas confirmé, mais j'ai soulevé d'abord deux possibilités que Joseph Kabila se retrouve là-bas comme participant. De même que Katumbi. Oui, donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Ce n'est pas du tout un événement qui doit faire tomber le ciel, où tous ceux qui seront là-bas, ils sont plus que Katumbi, plus que Kabila. Mais non, je ne pense pas. Vous savez, à un certain moment, prenons un peu un petit exemple là. Aujourd'hui, on peut ne pas reconnaître aussi l'envergure de tel ou tel parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec le régime actuel. Mais souvenez-vous, Gédéon, quand Étienne Tshisekedi devrait réunir les opposants à Genval, il n'en avait pas les moyens matériels. Mais c'est Katumbi qui s'engage à prendre des opposants de Kinshasa, prenant en charge et leur visa et leur billet de déplacement pour les amener à Genval. C'est de l'envergure de cet individu-là. Katumbi soit-il, même si aujourd'hui on se dit, ah non, il n'est plus avec le... Mais non, nous prenons d'abord les faits. Et qu'est-ce qui sera surprenant ou extraordinaire qui se retrouve invité là-bas? Il y a des gens que Trump ne connaît même pas, mais ils seront invités là-bas, parce que ce n'est pas lui qui organise tout. Vous avez juste aux côtés de Trump, vous avez Elon Musk, qui décide dans tout, apparemment. La preuve, le vice-président chinois, milliardaire américain, le vice-président propriétaire chinois, de X, Twitter il est anciennement déjà là-bas à Washington, mais la première personne à qui il s'est adressé, c'est Elon Musk. Tout en lui demandant... À quelques heures, on peut déjà établir ou connaître la liste dressée, la liste d'invités. Bon, la liste, sûrement, elle est trop longue et je ne pense pas que on peut... Oui, il y a lieu, hein, si c'est déjà affiché sur les sites, je crois que les gens peuvent accéder pour vérifier, parcourir. Trump n'aura pas en tête le nom de autant d'invités. Et surtout qu'il y a aussi la dimension business. Donc ceux qui achètent leur participation, Trump ne les connaît pas. Mais ils seront là de plein droit et ils seront même servis. Oh, vous comprenez? Donc, je pense que ça ne devrait pas amener les gens à se secouer comme si donc ce sera la fin du monde parce que Joseph Kabila est parti là-bas, il sera invité au consort et on commence à créer même d'autres, je peux dire, des infox, tout ça là, pour essayer de se rééquilibrer. Alors, qu'attendre maintenant de l'administration Trump? Il prête serment aujourd'hui et ce sera parti pour 5 ans à la tête
des États-Unis. Est-ce que vous le voyez prendre fait et cause pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne la question sécuritaire dans l'Est du pays? Franchement, c'est une question que moi, j'essaie d'analyser tout seul. Et je comprends qu'il y a plus d'inquiétude. On ne peut pas tout de suite croire que Trump va mettre fin à cette insécurité-là. Pourquoi je l'ai dit? Dès lors que Trump s'affiche avec en premier ce grand homme d'affaires qui est dans ce domaine-là dont ils ont besoin de tout ce qu'on a à l'Est là-bas, dans le sous-sol congolais, et que ce monsieur-là semble être aussi influent, et il risque d'être influent sur la prise de décision au niveau de Trump. Et je me demande, est-ce que Elon Musk va-t-il réfléchir de façon, je veux dire, normative, c'est-à-dire, voilà, on doit coopérer avec l'État congolais pour accéder à ces éléments-là dont nous avons besoin pour notre industrie, je dirais, électronique ou quoi que ce soit, ou bien il va préférer aller toujours derrière ce couloir-là de la mort où ils exploitent, ils obtiennent le tout à prix. Alors, s'il réfléchit en tant qu'homme d'affaires, pour lui, eh bien, la mort des citoyens congolais, ça ne lui vaudra absolument rien. Mais s'il réfléchit, bien qu'étant un grand homme d'affaires, parce que sa fortune est aujourd'hui estimée à plus de 400 milliards de dollars. Impressionnant. C'est lui qui est au-dessus de tous. Mais est-ce que s'il prend, il met en premier son côté d'homme d'affaires, donc ce sont les intérêts sans sentiment qui vont le pousser à réfléchir. Et là, il y a risque de voir Trump aller dans d'autres choses. Mais si celui-là se met aussi à réfléchir de façon citoyenne, ça voudrait dire à Trump que non, on a besoin de tout ça, mais il y a lieu d'aller État par État. Ce sera bon pour la RDC. Donc il faut le prendre sur les deux plans. C'est un grand homme d'affaires et est-ce que va-t-il réfléchir en tant que citoyen ou bien il va maintenir son statut d'homme d'affaires dans sa tête? C'est là qu'il y aura des sérieux problèmes. Vous voyez, le vice-président chinois, il s'est adressé à Elon Musk, lui demandant que vous devez tout faire pour consolider nos relations Chine et Trump. Donc, tout le monde sait que ce monsieur va influer la prise des décisions de Donald Trump. Et parmi les défis, au niveau des défis géopolitiques, et au niveau de l'Europe, Amérique et même Afrique, vous voyez la politique de Trump être la même ou cette fois-là changer un tout petit peu pour faire ce qu'il n'a pas pu faire lors de son premier mandat? Bon, les États-Unis, c'est aussi un pays un peu exceptionnel dans le sens où il y a surtout aussi la politique qui est comme tracée par le Congrès. Voilà. Le Congrès qui, et quand qui tu arrives, frais. quand tu arrives, des fois, on t'impose aussi cette politique-là. Si tu veux aller dans le sens contraire, tu peux te casser les dents. Obama, à son entrée, il avait un autre discours. Entre autres, il devrait fermer tous les cachots de la CIA, comme le disait Félix Tshisekedi. Mais ce sont maintenant les experts de la CIA, une fois entrés, installés à la Maison-Blanche, ils lui ont fait comprendre le danger de sa décision, lui disant que voilà, tous ces criminels qui sont là-bas, ils ne sont jamais reconvertis du fait de ces prisons-là. Quand ils en ressortent, ils deviennent encore radicalisés. D'où vous n'allez pas décider sans prendre en compte nos avis. Sinon, vous serez responsable de cette décision-là. Et Obama a reculé. Vous voyez, parce que la sécurité influence, oriente même la prise de décisions politiques. Ces services lui disent, on vient de repérer une bande de Al-Qaïda. Mais à ce qu'on sache, ce sont des gens qui ne font pas plus de 30 minutes à un seul endroit. Donc, on n'a plus que 26 minutes. Vous donnez l'ordre qu'on les abatte. Au cas contraire, dès qu'ils se déplacent, on ne saura plus les retrouver. Vous êtes avertis. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tait et puis il dit, OK, j'ordonne. On les abat. Donc, c'est comme ça que Trump, oui, il a aussi sa propre politique. Et d'ailleurs, cette fois-ci, il a un peu changé, même son cabinet. Tu vois, dans son entourage, il a appris de
de ses erreurs. Voilà. Vous voyez, il y a même 2 de ses enfants qui sont maintenant dans son entourage, Eric Trump et Donald Jr. Vous voyez, c'est-à-dire, il a appris de ses erreurs. C'est ce qui nous manque, nous, souvent, ici en RDC. Nous ne voulons jamais apprendre de notre propre histoire. Nous vivons comme si rien n'a été hier. Ce n'est qu'à cet instant que nous vivons. Allez, merci beaucoup, Henri Tchimbalanga. On est à la fin de l'émission, mais on ne saura pas se quitter sans que vous puissiez mettre un mot sur la question en vogue, la question du changement de la Constitution. Est-ce une priorité? Qu'en pensez-vous? Mais aussi l'escalade verbale entre Fachi et Kagame. Qu'est-ce que cela révèle, justement? D'abord, je prends la deuxième question. L'escalade verbale révèle une chose. Que Kagame semble voir les choses lui échapper par rapport à ce que lui... Parce que je prends les deux. Pour comprendre ça, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, tous les deux, quand ils entrent au pouvoir, ils en sont timides. Et Kagame pensait être le maître. C'est comme ça qu'évoluant, finalement, Joseph Kabila aussi a eu le temps de lui dire non. Jusqu'à ce qu'il quitte le pays, il avait déjà coupé les relations avec le Rwanda. On ne collaborait plus. L'ambassade ici était fermée. De même, je pense, quand Félix Tshisekedi occupe ces fonctions-là, Kagame se prend pour le maître à penser. Et au fil du temps que Kagame fait tout ce qu'il fait, Tshisekedi se rend compte que non, ce n'est pas un bon monsieur. Maintenant, il commence à lui dire non. Il commence à le tutoyer. Tu es un bandit, tu es un criminel. Et il le dit partout au travers le monde. Kagame, maintenant, ils se sont bouleversés. Car voilà, mais ce monsieur commence à me dire ça. Et bien oui. Il semble perdre le contrôle, vous avez dit. Voilà, et maintenant... Qu'avons-nous fait concrètement pour que Kagame soit débusqué et qu'il ait cette posture qu'il a maintenant? Mais vous savez, quand Kagame il fait tout pour se dédouaner que ce qui se passe à l'Est, cette insécurité n'est pas le fait du Rwanda, mais Tshisekedi lui dit que... Mais les faits sont criants et les faits l'accablent. Comment il sait mais à quel moment lui il a accepté? Mais à quel moment il a accepté? Même aux Nations Unies, Kagame n'a jamais accepté que lui il est dans ça, il est derrière cette insécurité. Mais ça devient maintenant un dialogue de sourds. Tshisekedi qui lui dit c'est toi, lui il dit c'est pas moi. Tshisekedi lui dit c'est toi, lui il dit c'est pas moi. Alors il se dit oh. Maintenant sur la guerre sur le terrain diplomatique, est-ce qu'on essaie d'avancer? Sur le terrain diplomatique, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas seulement par le fait que c'est un complot très vaste contre la RDC. Personne n'en veut. Souvenez-vous, même Joseph Kabila, qui était sous embargo, avait contourné et il s'est tapé des armes au Corée. Donc, les pays qui n'acceptaient pas les décisions prises par les Occidentaux. Donc, c'est ça la même logique. On n'en veut pas de lui. C'est comme ça qu'on le bouche sur le plan international, même dans la sous-région. Il a eu le courage de dire à William Ruto que non, je ne suis pas content avec ta façon d'avoir géré la situation. Vous voyez, même quand il devrait prendre la présidence tournante de l'EAC, il a refusé, Félix. Il a dit non, non, non. Avec le comportement des Kagame et consorts, je ne vois pas pourquoi je dois prendre ça. Donc, sur le plan diplomatique, il est seul. Comme en interne aussi, je dirais qu'il est seul. C'est un homme seul. Oui, c'est ça la grande difficulté. Parce que regardez, avant d'aller sur le problème de la Constitution, je n'arrive pas à comprendre comment expliquer qu'avec ce qu'on a ouï dire, il va dans une réunion de haute stratégie avec 8 personnes. Pour l'heure, les audios ne sont pas encore authentifiés. Certes authentifiés, mais prenons ça comme ça. Si ces faits-là s'avèrent, alors le président Félix doit en tirer toutes les conséquences possibles, selon lesquelles il est seul. Comment jusqu'à créer un cercle restreint de 8 personnes et que cela fuite? Or, l'on sait que quand il y a de telles réunions, il y a ce qu'on appelle les jetons de présence. Il y a l'argent que l'on paye, ce qui est tout à fait normal. Mais comment est-ce possible que cela encore... Comment expliquer que vous êtes un homme seul et vous essayez de lancer sur la place publique un tel débat qui semble diviser davantage le Congolais? C'est de là que j'aborde maintenant cette question-là de la Constitution. D'abord, pour moi, je dirais que le changement de la Constitution, puisque c'est une matière
très compliqué qui risque même de lui échapper et de l'amener dans une situation inconnue, du fait seulement que ce n'est pas consigné dans la même constitution, mais la révision, je suis tout à fait d'accord avec lui, la révision, tous ceux qui l'ont précédé ont eu à faire des révisions. Mais pour l'heure, d'abord, ce n'est pas une question qui est prioritaire. Cette histoire de constitution, ça prend les énergies en interne et les éparpille. Et pourtant, nous avons la guerre qui est à nos portes. Donc moi, je pense qu'il lui fallut se consacrer d'abord à ce qui est priorité des priorités, notamment la guerre, et puis penser par la suite cette histoire-là de constitution. Sinon, qu'est-ce qui prouverait que ceux-là qui semblent dire qu'ils s'opposent à ce changement-là, peut-être qu'ils font un jeu de quitte ou double. Quand vous voyez Joseph Kabila, qui est l'un des Congolais les plus expérimentés, parce qu'il est le seul de tous les Congolais vivants qui a eu à gérer le pays pendant 18 ans. Mobutu est mort. Il a l'expérience. Voilà. Et tiens, Félix n'a qu'à peine 6 ans. Donc de tous les vivants, on a d'abord Joseph Kabila en termes d'expérience, d'avoir eu géré le pays en tant que président. Et non, ministre n'est pas chef de l'État. C'est autre chose. C'est deux choses littéralement opposées. Et la deuxième personne, c'est Félix Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi peut facilement comprendre les dangers derrière Joseph Kabila. Et non tout ce monde ici. Donc, vous pouvez y aller. Et la conséquence, c'est quoi? Supposons Gédéon, on change la constitution. Qu'est-ce qui empêcherait légalement maintenant Joseph Kabila de revenir compétir dans la course? Parce qu'ils auront tous les deux, ils vont se retrouver sur le même dénominateur commun. Il sera remis en course. Ils auront avoir prêté serment par 2 fois sur la même constitution, avoir fait 2 mandats consécutifs sur la même constitution, donc ils n'auront qu'à aller être des sénateurs à vie. C'est-à-dire raser cette constitution. Et ils vont partir à armes égales cette fois-là. Voilà. Sinon, quelle est la disposition particulière que vous mettrez pour empêcher Joseph Kabila de retourner à compétir? La loi a toujours été impersonnelle. Si vous osez y mettre une disposition empêchant à la personne de Joseph Kabila, eh bien, on va dans une situation inconnue et lui aura raison. Parce qu'il n'y a jamais de loi personnelle. Et si le pouvoir arrivait au stade de dérouler effectivement ce projet et qu'il passait ou il essaie de passer, est-ce que le chef de l'État, au niveau de sa propre famille politique, aurait des soutiens indéfectibles? Je doute encore une fois. Lui-même, il en est conscient. La preuve, son allocution envers son entretien avec l'Union sacrée, il est clair. Il a même dit, moi je qualifie ça qu'il a seulement été poli envers eux en disant que nous nous sommes comportés comme... Donc il a évité peut-être de leur dire que vous êtes des médiocres. Parce que quand on a qualifié les précédents de médiocres, ben maintenant on conclut qu'on s'est comporté comme les précédents. Donc il faut prendre ces termes-là clairement. Ça voudrait dire que, regardez les ténors, les 3 grands ténors de l'Union sacrée, Bemba, Kamere et Bahati. Quelle est leur approche? Bahati avait d'ailleurs annoncé qu'on n'a pas un problème de texte, mais c'est un problème d'homme. Ça dit tout. Bemba, qui a fait donner l'impression de sursauter sur Top Congo FM, quand on lui pose la question du changement, il dit, non, est-ce qu'on parle de changement? Non, on parle de révision. C'est-à-dire, il n'est pas dans la logique du changement. Il a été clair. Même s'il a essayé de se rattraper bien après. Mais non, là, il y a eu maintenant, ce sont des effets politiques. Peut-être ces hommes de la communication sont politique. Dire, non, président, tu vois, en ce moment, ici, il ne fallait pas donner. Donc, c'est là la position de Jean-Pierre Bemba. Et c'est là la position de Bahati. Et Kamere qui parle aussi de la révision. Voilà, il parle de la révision. Ça veut dire, ils ne sont pas dans cette logique-là. D'où l'Union sacrée ne va pas servir de béquille président de la République, contrairement à ce qu'on voit quelqu'un qui menace que si Tshisekedi ne change pas la constitution, je quitte l'Union sacrée. Mais à les quitter, vas-y. Vous êtes qui? Vous pesez quoi dans l'Union sacrée? Même au niveau de la nation, ça c'est de la mauvaise flatterie. Ça c'est de la flatterie. Parce que c'est la même bouche qui avait démontré qu'avec énergie, combien Joseph Kabila était plus intelligent que Etienne Tshisekedi ou Amulumba. Qu'Etienne Tshisekedi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la même bouche qui se bat pour faire croire à Félix Tshisekedi que non, c'est toi le génie. Mais non, on est où là? À un certain moment, on n'arrive pas à comprendre
ces revirements à 180 degrés. Seulement, on n'a pas d'idéal, mais on se bat pour les positionnements. C'est là le malheur de la classe politique congolaise. C'est bien triste pour nous, on est arrivé à la fin. Envie de continuer, mais la télé, c'est le temps. Henri Tchimbalanga, c'est une première pour 2025. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Au cours de 2025, on aura de temps en temps recouru à votre expertise. Je vous en prie, et c'est moi qui vous dis sincèrement merci d'avoir pensé à ma modeste personne. C'est un plateau qui ne fait que s'affirmer sur la place publique et je crois qu'on sera toujours disponible à répondre à votre invitation. Très tempéré dans vos réflexions. Merci beaucoup. À toutes et à tous, merci et faites-nous confiance. Bonsoir chez vous. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et nous vous retrouvons dans un plus bref délai.